On va accueillir Bastien Dola de Rayon, qui va nous parler d'un cas concret sur la CAD, en fait, bâtir un outil de dessin à haute performance dans le navigateur à l'aide de Rust. Bonjour Bastien, c'est à toi. Bonjour à tous. Donc moi, je suis venu vous faire un peu part d'un témoignage. Donc j'ai pas prévu un talk technique, j'ai prévu un talk plus pour vous parler d'une entreprise qui fait un choix technique, le langage Rust en l'occurrence, sur un domaine très spécifique qui est le web. Donc désolé pour ceux qui ne s'intéressent pas au web, ça va être moins pertinent. Et après 3 ans de recul, est-ce que c'était un bon choix? Quels ont été les compromis qu'on a fait et qu'est-ce qu'on en a retiré? Donc d'abord, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qui on est d'abord? Donc, je me présente, Bastien, je suis le cofondateur de Rayon, que j'ai cofondé avec Stanislas Chaillot, qui est un architecte, et on a créé un outil de dessin d'architecture, donc ce qu'on appelle du CAD. Vous connaissez peut-être AutoCAD, et bien c'est vraiment ça qu'on fait concrètement, avec un twist qui est qu'on le fait d'abord dans le navigateur, pour plein de raisons que je vais aborder très rapidement. Alors pourquoi on pense que c'est important? D'une part, nous, on considère que la conception de l'environnement bâti, c'est très important. Tout ce qui est autour de vous ici a été dessiné dans un outil, probablement AutoCAD, vu l'âge du bâtiment. Et c'est des logiciels qui ont été conçus il y a longtemps. AutoCAD, c'est 82, 50 ans. Revit, qui est beaucoup utilisé maintenant, c'est à peu près 20 ans. C'est des logiciels qui ont été faits avant Internet. Et nous, on pense que la collaboration et le partage de connaissances, c'est hyper important en architecture, parce qu'on travaille avec plein de gens différents, plein d'entreprises. Et donc, c'est un peu dommage d'avoir des outils qui sont que sur les ordinateurs fixes et qui n'ont pas cette habilité à accéder à des ressources sur le web. Et donc, on pense qu'il y a un nouveau paradigme qui doit être fait. C'est pas très original parce que c'est ce qui arrive dans toute la classe de logiciels créatifs, que ce soit Figma pour le design d'interface, Notion, Table et j'en passe, Google Doc. Et donc, nous, c'est vraiment ça qu'on fait. Donc, on veut passer de ce que vous avez ici sur votre gauche à ce qui est ici sur la droite, c'est-à-dire des logiciels file system single user à des logiciels multiplayer qui marchent avant tout dans le navigateur et qui sont sauvegardés sur le cloud en temps réel avec tous les enjeux que ça pose. Et donc quand on a eu cette idée au début, on s'est posé un peu la question, c'est quoi les contraintes du problème finalement avant de faire un choix technologique? Ça paraît la bonne idée de réfléchir un peu à quelles sont les contraintes. Donc ça c'est d'abord quelques images juste pour montrer c'est quoi Rayon. En gros c'est un logiciel qui permet de dessiner ça. Donc ça fait des coupes, des plans, tout ce qui est nécessaire pour faire un projet d'architecture de manière générale. Et on est un peu un mix entre du CAD pur, j'entends ça par ça un axe sur la géométrie et tout ce qui est dimensionnement, et du vector graphics classique de type Illustrator, Figma, où la stylisation, les couleurs sont très importants, et enfin ce qu'on appelle le BIM, Building Information Modeling, qui est le fait d'avoir des notions sémantiques de données sur les objets, une porte, elle a une hauteur, elle a une marque, un mur, une épaisseur, ce type de choses. Et donc, nous, on fait un peu une synthèse de ces 3 courants. Et donc, si je reviens sur les contraintes, on a regardé un peu quelles étaient les contraintes. Et tout d'abord, il y a un sujet important dans le cadre, et notamment dans notre ambition, qui était de faire un outil professionnel. C'est que les modèles de CAD sont relativement larges. Typiquement, un modèle moyen va faire rapidement 1 million de lignes. Donc, 1 million de lignes, une ligne, on va dire 2 points, 2 millions de points. Ça fait très vite de la mémoire importante. Si on prend des doubles floats pour coordonner, très vite vous arrivez à 16 mégas de buffer pour compter 1 million de lignes. Donc c'est pas neutre. Donc ça c'est un point important, et ça suppose de dire est-ce qu'on est capable d'avoir une maîtrise de la façon dont cette mémoire est layout et comment est-ce qu'on peut l'optimiser. Donc point important. Deuxième point, c'est que c'est un outil d'édition. Donc qui dit édition en temps interactif. 120 frames par seconde, c'est 8 millisecondes de budget par frame, ce qui n'est pas beaucoup. Donc, il faut réussir à faire beaucoup de choses dans ces 8 millisecondes. Donc, la performance est hyper importante. La question du multithreading est très importante aussi. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça de façon efficace? Enfin, c'est un outil multijoueur, temps réel. Donc, ça veut dire qu'on doit aussi avoir une capacité à faire des allers-retours sur le serveur en à peu près moins de 50 millisecondes par commit, par modification. Donc, ça aussi, c'est une contrainte forte. Comment on arrive à faire ça? Et enfin, on avait aussi un parti pris qui était de dire un outil moderne, c'est un outil qui doit permettre d'avoir un contrôle total sur la donnée, d'avoir accès à toutes les modifications du modèle, d'être capable, un peu comme dans Git, de pouvoir revenir en arrière, de faire des branches, des merges. Et donc, on voulait bâtir quelque chose qui enregistre toutes les modifications. Et donc là, ça pose des questions de mémoire également, mais aussi de stérilisation, désérialisation efficace pour que ça soit rapide, le plus rapide possible,
notamment sur un environnement web. Ensuite, qui dit CAD dit algorithme de géométrie avancé, tout ce qui est offset, intersection, opération booléenne sur les passes, et plein d'autres. Et du coup, ça pose des questions compliquées pour ceux qui ont déjà dû faire ça, notamment dans un environnement de points flottants. Et donc, comment est-ce qu'on a un outil qui nous permet d'avoir la maîtrise nécessaire pour faire des librairies puissantes? Il y a aussi beaucoup de fonctionnalités complexes pour un outil CAD, notamment quand on rentre dans le paramétrisme, il y a des questions de dépendance, de grade de dépendance acyclique, comment est-ce qu'on gère ces contraintes, comment on peut bâtir un outil qui va résoudre ces contraintes de façon efficace, sans perdre la raison, et avec le moins de bugs possible. Donc comment on arrive à construire quelque chose de maintenable dans le temps, qui permet de construire ces fonctionnalités complexes. Et enfin, on a dit qu'on voulait le faire dans le navigateur. Alors la raison pour laquelle on veut le faire dans le navigateur, c'est pas juste parce qu'on veut le faire dans le navigateur, c'est parce que on pense que dans l'architecture, il y a beaucoup de collaboration inter-entreprise. Et aujourd'hui, un des problèmes, c'est que si la personne d'en face n'a pas le même logiciel que vous, bah, vous êtes coincé. Et télécharger un applicatif de 2 Go pour ouvrir un fichier, c'est pas forcément toujours possible. Et donc, ça pose plein de problèmes de collaboration. Alors que si vous avez un outil dans le navigateur, bah, c'est un lien que vous partagez, vous l'ouvrez en direct, vous partagez votre travail non pas par copie, mais par référence, ce qui est beaucoup plus puissant, c'est mis à jour en permanence. Voilà, il y a plein de raisons. Donc, on s'est dit, on va faire ça. Et par contre, évidemment, il y a beaucoup de contraintes parce que le navigateur ne permet pas du tout d'avoir accès aux mêmes fonctionnalités que l'OS. Donc, on est contraint. Et ensuite, il y a un autre problème, c'est que les navigateurs, comme vous le savez, ont différents runtime, V8 pour Chrome, JavaScript Core pour WebKit et SpiderMonkey pour Firefox. Et du coup, il y a cette question, est-ce que mon logiciel va être aussi performant selon le navigateur? Comment je m'adapte à ça? Il peut y avoir de grosses différences qui sont parfois dures à comprendre. Donc, on a pensé un peu à tout ça. Et la conclusion qu'on s'est dit, c'est qu'on va choisir Rust. Et donc, il y a un peu de post-rationalisation là-dedans, donc je vais essayer d'être honnête. La raison pour laquelle on a choisi Rust, alors d'abord, on s'est tout de suite dit, il faut de la performance. Il faut de la performance, donc il faut du WebAssembly. On a été en 2021, donc c'est la 2017 sortie de WebAssembly, donc c'est un peu frais, tout le monde était un peu excité par ça. Donc on s'est dit, c'est sûr, il faut ça. Donc du coup, une fois qu'on a dit ça, le choix il était assez binaire, c'était soit Rust, soit C++. Et contrairement à ce qui a été dit précédemment, moi je pense que Rust c'est un langage assez facile à apprendre. Et du coup, on s'est dit Rust c'est beaucoup mieux si on doit former des développeurs TypeScript à faire du C++, ça va être très compliqué. Et enfin, il y a le tooling de Rust, notamment avec Cargo et plein d'autres applicatifs qui est vraiment beaucoup plus agréable que les paquets managers de C++. Et du coup, on s'est dit c'est aussi plus moderne, c'est plus efficace pour apprendre du Rust. Enfin, il y a un quatrième point que je n'ai pas mis, c'est qu'on aime beaucoup Rust aussi. On va coder en Rust, c'est sympa, on aime bien coder en Rust. Et donc on a choisi pour ça, et après, avec le recul, j'y reviendrai, c'est peut-être pas forcément pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui on est content de ce choix. En gros, l'architecture de rayon simplifiée, ça donne ça. Donc on a une application client, donc client web, qui est hybride, avec une interface qui est faite en ce qu'on va appeler du web vanille, donc du TypeScript, React, CSS, HTML, et un engin, la librairie Core, qui est en Rust. Et on a dû bâtir un moteur de rendu. Donc on a un moteur de rendu Visual Graphics en 2D qui est assez state of the art, qui est type-based en WebGL. On a un kernel géométrique avec tout ce que vous pouvez imaginer comme fonction géométrique sur des courbes. On a dû reconstruire aussi. Et puis on a un engin qu'on appelle le engine, qui est toute la logique de mémorisation, de calcul des sauvegardes différentielles à chaque étape, et qui est basé sur une architecture ECS, donc Entity Component System, assez classique dans les jeux vidéo. C'est beaucoup inspiré des jeux vidéo. Et en face de ça, on a un back-end, un multiplayer, qui est un serveur assez classique, ActixWeb en l'occurrence, mais qui réutilise les mêmes librairies que pour le client. Pourquoi? Parce que quand vous avez du multiplayer temps réel, un des enjeux, évidemment, c'est de gérer les conflits entre clients. Et donc, une façon de devoir faire ça, dit autrement, c'est que vous avez des invariants liés à votre modèle. Un exemple typique, c'est que, par exemple, si on a des layers qui peuvent être mis dans des layers, on ne veut pas que ça fasse un cycle. Donc, si un client décide de mettre le layer A dans le layer B et que l'autre met un enfant du layer B dans le layer A, quelque chose comme ça, on peut arriver à des cycles. C'est un exemple. Des invariants comme ça, on en a des centaines. Et du coup, la seule façon vraiment de réussir à prévenir ces invariants et d'assurer l'intégrité du modèle, c'est d'avoir des vérifications formelles sur le back-end. Donc, c'est pour ça qu'on utilise beaucoup de la logique du client sur le serveur. Mais bien sûr, ça pose des questions de rapidité, de mémoire qui sont importantes. Et donc là aussi, le choix de Rust. Donc, c'est à peu près ça notre architecture.
simplifié encore une fois. Donc ça fait 3 ans qu'on fait ça. Donc on est 9 dans l'équipe engineering. On a 2 développeurs qui font que du TypeScript. On a 5 développeurs qui font que du Rust. Et on a 2 développeurs qui font du Rust et du TypeScript. Donc pour vous donner un peu l'idée de l'échelle de l'équipe, c'est une petite équipe. On a écrit à peu près 220 000 lignes de code en Rust, qu'on a réparti dans 7 crates, et à peu près 220 000 lignes de code en TypeScript. Donc on est vraiment moitié-moitié, ce qui fait que je pense qu'on est en bonne position pour comparer les deux et voir un peu les avantages des deux. Et donc c'est un peu ça le retour que je vais vous faire après. C'est vraiment la comparaison entre TypeScript versus Rust. En termes de scale, juste pour vous donner un ordre de grandeur, donc on a lancé notre produit en production ouvert à tout le monde en juin de l'année dernière, donc c'est quand même assez récent. On a à peu près 25 000 utilisateurs mensuels actifs. Ils créent chaque mois plutôt, 70 000 modèles, ce qui apporte à peu près une croissance de 30 gigas de mémoire par jour. Et on est à peu près à 3-4 Tera de mémoire. Donc il y a quand même un scale qui n'est pas négligeable, qui n'est pas monstrueux, mais qui n'est pas négligeable, qui nous permet quand même d'avoir un retour intéressant. Donc, encore une fois, moi, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est plutôt la comparaison entre TypeScript et Rust, parce que finalement, parler de Rust dans un vide tout seul, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est par rapport à un autre choix qu'on pourrait faire sur un autre langage. Et donc, nous, typiquement, pour le web, le langage, c'est le TypeScript, quoi, JavaScript, TypeScript. Et donc, tout le monde nous pose la question, mais quelle drôle d'idée de bâtir une web app en Rust. Pourquoi vous ne faites pas tout simplement du TypeScript? Donc, première question, la performance, qui était le sujet un peu qui nous avait amené vers le WASM et le Rust. Et là, je veux dire, c'est un sujet un peu polémique. Au début, il y avait beaucoup d'engouement pour ça. Il y a eu pas mal de retours d'expérience qui ont été faits. Alors, nous, on n'a pas benchmarké totalement. On n'a pas construit 2 applications, une en Rust et une en TypeScript pour voir la différence. Donc, je n'ai pas d'analyse précise pour vous donner une réponse. Mais ce qui est certain, c'est que avec le recul, ce n'est pas le sujet numéro 1. C'est-à-dire qu'on peut faire des choses très, très performantes en JavaScript. Notamment, pourquoi? Parce que les runtime, comme le V8, sont extrêmement optimisés. Et donc, il y a déjà beaucoup de magie derrière qui va fonctionner, qui va vous permettre de faire des choses très rapides. Donc, les gains de performance sont probablement moins que ce qu'on peut imaginer. Et il y a pas mal de retours d'expérience. Notamment, il y a quelqu'un qui s'appelle Jean-Paul Postma qui avait fait une startup qui s'appelle les Applib, dont le prémisse était de dire on va construire des frameworks pour permettre de faire du Rust et du WASM pour améliorer la performance des applications, et qui au bout d'un an a arrêté en disant en fait, on a fait plein d'essais et les gains n'étaient pas énormes, et surtout les gains qu'on a eu finalement, c'est tous des gains d'architecture ou en refaisant des algorithmes, en utilisant peut-être plus de GPU, moins de CPU, on arrivait à avoir des gains. Donc au final, le gain n'était pas énorme. Nous, de notre côté, ce que je peux vous dire, c'est que je pense qu'on peut estimer le gain, moi je dirais à peu près 3x sur la perf. Ça serait un bon ordre de grandeur qui me paraît raisonnable entre 2 et 3. Pas 10, mais pas 0 non plus, donc on est à peu près là. Mais par contre, le point qui est pour moi beaucoup, beaucoup plus important, c'est qu'on a, avec le Rust, une forme de performance idiomatique, ce qui n'est pas du tout le cas en JavaScript. C'est-à-dire que, de mon point de vue, c'est beaucoup plus facile de faire de la performance en Rust compilé en WASM que de la performance pure en JavaScript. Pour faire du code JavaScript très performant, en clair, il faut être quasiment un expert de V8 et voire de JavaScript Core pour dans les 2 navigateurs principaux et SpiderMonkey. Et ça peut parfois friser la magie noire de comment il faut faire les choses pour que ça aille vite. Et donc, en Rust, par comparaison, généralement, si on écrit du code Rust, on peut avoir une bonne confiance sur le fait que la performance va être bonne par défaut. Et en particulier, on peut faire ça en garantissant l'abstraction. Ce qui est hyper important quand on est une entreprise. Il faut maintenir le code, il faut l'améliorer. Typiquement, une façon, si je prends l'exemple du CAD, de faire du code JavaScript performant, ça va être de dire on met tout dans les typed arrays et puis on doit faire des boucles là-dessus. Du coup, ça vous retire beaucoup d'abstraction. Si vous faites des classes ES6 et vous commencez à faire 1 million d'objets pour représenter 1 million de lignes, c'est sûr, je n'ai pas envie de faire de benchmark pour vous dire que la performance va être mauvaise. Et donc, le gros avantage du Rust, de mon point de vue, c'est que vous pouvez par contre faire ça en Rust. Alors des structs, quelque chose qui va bien marcher, qui est maintenable, qui est visible, qui garantit de la performance. Dans les plus, évidemment, il n'y a pas de garbage collection. Donc ça, c'est un point très important, parce que les sauts de performance en GC, quand vous avez un logiciel interactif, vous n'avez pas envie que ça frise par un moment quand il y a une grosse collecte de garbage collection. Donc ça, c'est clairement l'avantage. L'autre avantage énorme de mon point de vue, c'est le contrôle de la mémoire.
quand vous faites un outil où vous avez beaucoup de consommation de mémoire, tant sur le CPU que sur le GPU, bah, vous devez avoir la maîtrise de dire je ne vais pas utiliser un double, mais un F32, voire je vais utiliser des fixed points. Vous pouvez choisir la précision qu'il vous faut, la consommation de mémoire. C'est plus dur à faire en JavaScript. Enfin, il y a 2 autres sujets. Alors, j'ai oublié de mettre SIMD, mais il y a aussi des fonctionnalités que vous n'avez que en Wasm, que vous n'avez pas en JavaScript. Donc, par exemple, sur le multithreading atomique, ça vous permet de faire du multithreading de façon beaucoup plus élégante, de mon point de vue, et facile que si vous devez passer des messages à des web workers comme vous le faites en JavaScript. Donc, ça, c'est très intéressant. Et l'autre côté aussi, c'est le SIMD que vous avez côté Wasm, que vous n'avez pas en JavaScript, qui peut avoir un gain de performance non nul sur des choses qu'on fait beaucoup dans un cadre, notamment tout ce qui est mathématiques, algèbre binaire, ce type de calcul. Dans les moins, il y a clairement un coût de performance sur la frontière Wasm JavaScript, qui est non nul. Donc il faut savoir le contourner. Si vous le contournez, finalement, c'est-à-dire que vous gardez la mémoire à un seul des 2 côtés de la frontière, ça se passe bien. Et si vous faites en permanence du back and forth avec la mémoire Wasm et la mémoire JavaScript, c'est un coût énorme. Et donc là, la performance, elle est tuée dans tout le jeu, donc le Wasm n'a plus aucun intérêt. Donc ça, il faut s'en rendre compte. Chargement et initiation du WAS, en fait, j'aurais peut-être dû mettre de l'autre côté de la colonne, parce qu'en réalité, le Wasm va être parsé et loadé beaucoup plus vite que le JavaScript. Par contre, ce qui est vrai, c'est que quand vous recréez une application en Rust, il y a beaucoup de librairies que vous allez charger, vous allez aller chercher, qui peuvent être parfois natives dans le navigateur. Donc votre bundle va souvent être plus gros. Et en plus, vous avez beaucoup de génériques. Vous pouvez avoir des bundles plus gros que nécessaire. Enfin, le dernier point qui est quand même très important, c'est le support des navigateurs. Si vous faites du multithreading, du SIMD, vous avez besoin de features qui ne sont pas adoptées dans tous les navigateurs, dans toutes les dernières versions, dans toutes les versions les plus anciennes, je veux dire. Donc ça limite aussi la couverture. Aujourd'hui, nous, on couvre quand même 90% des navigateurs, donc ça reste quand même maintenant de plus en plus répandu. Alors sur la question de la productivité, qui est pour moi, voilà, encore une fois, c'est un sujet majeur quand vous êtes une entreprise, de savoir est-ce que les développeurs vont avoir une bonne productivité. Clairement, je dirais que sur le Rust, on a parlé de la courbe d'apprentissage. De mon point de vue, je dirais que c'est beaucoup plus rapide de faire du mauvais code en JavaScript. Mais si vous faites du bon code, je dirais que c'est plus rapide en Rust. Et le trade-off que vous faites, en fait, c'est de dire est-ce que je vais plus lentement dans mon code, je suis plus réfléchi parce que je réfléchis aux questions d'allocation, de qui a l'ownership de ma data, ou est-ce que je vais très vite et de temps à autre, je vais avoir un bug horrible qui va me prendre 5 jours à trouver parce que quelque part, j'ai passé une référence à un objet, que je le bute après, qu'il y a quelque chose qui se passe que je n'ai pas compris. Et ensuite, je vais plus lentement, mais je n'ai jamais ce genre de problème. Et clairement, c'est ce qu'on voit avec le Rust. C'est-à-dire qu'on perd beaucoup moins de temps sur des bugs mystérieux. On va passer 5 jours à devoir trouver la solution. Et donc, moi, je trouve qu'au contraire, c'est plus productif sur des parties de code complexes que du JavaScript. Et ça c'est très bien. L'autre sujet qui est important, c'est ce que j'appelle le fearless refactoring. Compte tenu des propriétés du Rust, notamment de son système de typage, vous avez la possibilité de refactorer de façon beaucoup plus puissante, ne serait-ce qu'en TypeScript. Et ça, c'est très important parce que vous êtes tout le temps en train de refactorer. Si vous ne refactorez pas au moment, vous avez une tête de code monstrueuse. Et donc ça, c'est hyper agréable. On ne pourrait pas du tout faire ce qu'on fait en Rust en TypeScript. Vraiment pas. Et du coup, l'autre sujet qui est hyper important, c'est la surface de bug. Effectivement, vous le savez, le JavaScript fait partie de ces langages qui a eu la bonne idée d'avoir un type undefined. Ça, c'est un problème majeur de mon point de vue. Et le Rust ne l'a pas. Et le système de result, d'options en Rust permet vraiment de dire je fais une librairie qui ne va jamais avoir de panique. Et je peux avoir cette garantie. Et du coup, on peut vraiment bâtir une application qui ne va quasiment jamais avoir de crash. S'il y a un crash, il y a un gros problème qui s'est produit. Et ça, c'est très important parce que c'est quelque chose qui arrive tout le temps dans les logiciels et ça permet d'avoir beaucoup moins de bugs, d'avoir une surface de bugs beaucoup plus réduite. Et dans un outil de CAD, c'est extrêmement important parce que l'état de l'application est tellement vaste que c'est très dur. Vous êtes tout le temps en train de vous battre contre les bugs. Si vous utilisez Revit ou AutoCAD encore aujourd'hui, c'est truffé de bugs. Et donc ça, c'est vraiment un atout considérable. Enfin, j'ai aussi noté l'architecture modulaire par Crate qui est extrêmement plaisante. Ça vous permet d'avoir une structure de votre base de données, de code qui est très agréable. Et le dernier sujet qui est très important pour nous, c'est que grâce au Rust et aussi au Wasm, il faut bien le dire, on peut réutiliser le code de façon assez efficace entre le back-end et le front-end, et donc un gain de productivité très fort. On peut l'utiliser dans l'environnement Rust natif, bien sûr, mais aussi en WASI. On a du Node.js pour une partie de notre back-end, et donc on réutilise aussi notre code
Pour générer des thumbnails, par exemple, de modèles, vous pouvez loader l'application en OS10 sur une lambda node et avoir accès à tout votre code. Dans les moins, le gros point négatif de la productivité, c'est évidemment la compilation. Si vous comparez à un langage de script, JavaScript, ça c'est très important, il faut bien le dire, c'est très très important parce que ne serait-ce que si vous avez 30 secondes de compilation incrémentale, bah, ça tue un peu le flow. Et donc, il y a des façons de contourner ça. Nous, on est très test-driven dans notre approche. Donc, on code beaucoup juste avec des tests, pas avoir justement à passer du navigateur au WASM, à recompiler, à recharger, ce qui fait perdre beaucoup de temps. Il manque des outils, c'est évident. Un sujet sur lequel je vais insister, c'est le split de compétences. Avoir deux langages pour une même fonctionnalité, c'est pas terrible. Ça fait que bah, si la personne ne peut pas faire les deux, elle doit se coordonner avec une autre. C'est une perte de productivité, une perte de rapidité. Il faut bien le noter. Sur l'écosystème, très rapidement, l'écosystème Rust, il est très positif par beaucoup d'aspects. Il est clairement beaucoup plus réduit que l'écosystème JavaScript, ça c'est clair. Il y a un bémol à ça, c'est que dans notre cas de figure, comme on fait beaucoup de sujets cryptographiques et beaucoup de sujets de géométrie, il se trouve qu'il y a pas mal de gens qui ont porté des librairies C++ en Rust, et donc en Rust, il y a plus de librairies de ce niveau-là qu'en JavaScript, de mon point de vue, donc c'est intéressant pour nous. Mais très clairement, si je devais choisir un langage sur l'écosystème, pour nous, ce qui nous concerne, sur le WhatsApp, ça aurait été C++, quoi, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Il y a beaucoup de librairies qui n'existent pas en Rust, qui sont essentielles sur le text shaping, sur la géométrie, qui ne sont que en C++. Dernier sujet, c'est le recrutement et la formation. Alors là-dessus, c'est un peu un double tranchant. Moi, je considère que c'est un énorme plus pour Rayon. Alors, il y a une raison qui est aussi que le fait d'avoir le langage Rust dans la stack crée une culture de software engineering que je trouve bien meilleure, parce que les gens s'intéressent à des sujets comme est-ce que j'avais de la mémoire, c'est quoi le stack, c'est quoi le heap, quoi, les bases de l'informatique qui ne sont pas du tout présentes dans la plupart des développeurs qui font que du JavaScript. Donc ça monte le niveau, très clairement, et ça intéresse tout le monde, y compris ceux qui viennent du JavaScript. Et puis aussi, il faut bien le dire, recruter un bon développeur JavaScript, c'est très dur. Recruter un mauvais développeur JavaScript, c'est très facile. Par contre, recruter un bon développeur Rust, c'est beaucoup plus facile. Il se trouve que souvent, les gens qui sont des bons développeurs sont intéressés par Rust. Et donc, il y a une excellente qualité du pool de recrutement en Rust. Et il y a finalement peu d'entreprises qui recrutent en Rust sur des temps pleins et sur des sujets de type web. Donc, on a cet avantage concurrentiel, très clairement. Donc, ça, c'était un point très positif. Voilà. Après, le temps de monter en compétence est effectivement long sur la partie Rust. Moi, je maintiens que c'est un langage qui est quand même facile à apprendre. Pourquoi? Parce que l'écosystème est bien concentré, le tooling est efficace, les messages du compilateur sont excellents, Clippy est excellent, donc il y a beaucoup de ressources pour vous aider, et vous pouvez y aller progressivement. Je pense que devenir un très bon développeur en C++ c'est beaucoup plus dur parce qu'il y a beaucoup plus de choses à découvrir un peu par soi-même et il y a beaucoup plus d'erreurs potentielles à faire. Dernier sujet pour nous, c'est qu'il y a quand même beaucoup, c'est vrai, dans le pool de recrutement Rust, des gens plutôt sur le back-end. J'en ai pas parlé, je pense que Rust est un excellent langage pour le back-end. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur le back-end, il y a beaucoup de dynamisme en ce moment sur le back-end. Voilà, donc en résumé, si vous devez choisir entre TypeScript et le Rust, il n'y a pas évidemment de réponse, c'est évidemment Rust. Si je suis honnête, je voudrais dire que dans la majorité des cas, c'est pas le Rust. Vous serez beaucoup mieux en TypeScript. Mais par contre, si vous avez du code qui est complexe, pour lequel la performance est essentielle et surtout qui nécessite une base très stable, donc vous voulez vraiment optimiser, là ça a du sens parce que vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus grande qualité de mon point de vue qu'en TypeScript. Et donc ça mérite l'investissement. Autrement, c'est assez dur de battre la productivité du TypeScript dans l'environnement web. Voilà pour mon retour. Merci beaucoup, Bastien, très concret, très intéressant. Je pense que ça va susciter pas mal de questions. On a 5 minutes avant la pause. Oui, j'avais une question parce que j'imagine que vous tirez beaucoup de dépendances avec votre projet Rust. Et je voulais savoir si vous aviez beaucoup regardé si vous tiriez justement des librairies tirées du C++ et si vous avez pas mal d'unsafe ou dans votre code ou dans les librairies que vous tirez. Alors, sur le C++, je peux répondre très facilement et la réponse est non, pour une raison qu'elle ne pourrait pas être compilée en Wasm aujourd'hui. Donc, on a ce problème-là. Mais par ailleurs, nous, on fait vraiment la chasse aux dépendances. Donc, on essaie d'en avoir le moins possible parce que la taille de notre bundle est très importante. On est sur du web. On doit avoir un bundle qui est petit. Donc, on a, c'est vrai, réécrit beaucoup de choses nous-mêmes.
et aussi parce qu'on voulait les appliquer à notre domaine et on n'avait pas besoin de prendre toute la forêt si on voulait juste une feuille. Donc on n'a pas trop ce problème. Et sur l'unsafe, je dirais qu'on a l'unsafe. Alors nous, on écrit pas mal l'unsafe aussi, notamment sur le moteur de rendu, pour des questions de performance. Et donc c'est pas un sujet. Alors on a parlé de la sécurité de mémoire. Je trouve que c'est vraiment pas l'argument qu'on a pris pour le Rust parce qu'on travaille en Wasm. Donc on est sandbox sur la mémoire de manière générale. Donc on est très content d'avoir des garanties sur le fait qu'on ne va pas faire des erreurs. Mais par contre, sur l'aspect sécurité, ça n'apporte pas grand-chose pour nous. Donc on n'est pas très stressé par ça. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette très belle présentation et ce retour d'expérience. Vous avez parlé de test driven. Donc ma question, c'est comment vous faites les tests de non-régression, les tests de compatibilité avec le navigateur? Ouais. Vous arrangez avec tout ça. Alors sur les tests, c'est un sujet très important effectivement. Donc déjà le Rust est hyper appréciable sur la partie unit test. C'est vraiment c'est très bien fait. Donc ça, on fait beaucoup de tests d'unit test de base dans le code Rust. Ensuite, on a une logique donc on a une partie géométrie qui est importante, sur laquelle le fuzzy testing est aussi très intéressant pour aller trouver des erreurs dans certains cas un peu edge. On a aussi du snapshot testing. Par exemple, typiquement, un exemple typique, c'est que vous voulez tester un algorithme sur la géométrie. C'est agréable de pouvoir faire des snapshots, de vérifier que vous avez pas de régression sans avoir à taper à la main à chaque fois toutes les coordonnées de votre courbe, qui peut être compliqué. Et enfin, sur le navigateur, on utilise beaucoup Playwright. Donc Playwright, c'est un wrapper autour d'un headless browser. Vous pouvez avoir Chrome ou d'autres. Et donc, on fait les snapshots et on teste toutes les fonctions de l'application pour vraiment voir si le rendu qu'on a en WebGL sur le canvas est le bon. Donc ça marche très bien. Donc c'est une combinaison de ces trois niveaux de testing qui nous permet d'améliorer le test autant que possible. On devrait faire plus de tests toujours. Mais... Ok, merci. Merci pour la présentation, c'était très clair. Je voulais savoir si vous aviez également l'ambition de porter votre engine, votre moteur de rendu peut-être pour un usage sur des clients mobiles. Alors oui, c'est une ambition. Notamment là, on a complètement recréé notre moteur de rendu de zéro pour qu'il soit plus performant de ce point de vue-là. Donc oui, alors il marche déjà sur du mobile parce qu'il est basé sur WebGL. Donc la plupart des devices mobiles ont WebGL. Après, c'est vrai que si vous regardez en termes de performance, notamment sur des Android de basse qualité, vous avez aujourd'hui des GPU de très très basse qualité. Donc là, on ne peut juste pas y arriver. Mais par contre, si vous prenez des devices de bonne qualité, un iPhone récent par exemple, vous avez déjà des très bons GPU. Et donc ça marche déjà en fait, directement. Merci. Merci pour le talk, ça me donne super envie comme projet. Moi j'ai une question sur la feature qui fait saigner les yeux en Rust, à savoir la synchrone. Parce que du coup ton application elle prend à la fois en desktop et en web. Du coup sur le desktop j'imagine que tu fais du Tokyo. En web, c'est le runtime web que tu es censé utiliser qui fait ta synchrone. Et du coup comment tu scotches tout ça ensemble? Alors en fait non, on fait pas la synchrone. Donc alors bien sûr sur la partie backend serveur oui. Et c'est vrai qu'on peut avoir une longue discussion sur la synchrone en Rust. Et je pense que quand on parle de la difficulté d'apprendre Rust aujourd'hui, si on fait abstraction des sujets sur la synchrone, je pense qu'on élimine beaucoup de difficultés. Donc non, notre application est synchrone. C'est-à-dire que les calls sont synchrones. Après, on a du multithreading atomique entre workers, mais justement, c'est géré au niveau des boucles. Mais on ne fait pas la synchrone sur les calls. On est en pure synchrone. On n'a pas ces problèmes-là. Ce qui est un point important. Hein. C'est vrai qu'on avait mis un peu l'asynchrone, mais ça posait des problèmes, et donc on a tout retiré. Merci beaucoup.